Bonjour à tous. Je suis ravie moi aussi d'être ici et je remercie chaleureusement Adrien Delmas en tant que directeur du Centre Jacques Berck de m'avoir proposé cette communication que je vais intituler Entre stress écologique et réponse adaptative, innovation et trajectoire sociale et culturelle, une synthèse sur les premières sociétés de production dans la Corne de l'Afrique. Et je remercie aussi chaleureusement, mais elle n'est pas encore arrivée, Aïcha Ouja de l'INSAP, qui finalement est à l'origine de cette nouvelle collaboration franco-marocaine, puisqu'elle m'a proposé il y a quelques mois, Aïcha, d'encadrer Inde Rosne, son étudiante, qui donc développe... Ben voilà, j'étais en train de te remercier, Aïcha. Voilà. Donc je remercie chaleureusement aussi Aïcha Ouja parce que c'est elle qui m'a contactée il y a quelques mois pour encadrer Inde dans son travail doctoral autour du système technique céramique, parce que dans le cadre du programme de prospection dirigé par Aïcha, de nombreux vestiges céramiques sortent des sites. Et comme je suis une spécialiste du système technique céramique, ça tombait très bien. Donc c'est comme ça que finalement ce nouveau partenariat s'est mis en place et donc j'en suis absolument ravie. Donc je vais vous présenter une communication autour d'un programme de recherche que je dirige depuis maintenant quelques années en République de Djibouti en particulier, autour de cette thématique de l'émergence des sociétés de production. Donc quand on entend émergence des sociétés de production, on entend émergence des sociétés qui vont se mettre à produire leur alimentation, et donc en l'occurrence ici, les premiers éleveurs. Donc c'est une communication que je vais diviser en deux temps. Donc un premier temps qui va être plutôt théorique et méthodologique, c'est-à-dire le cadre voilà, un peu conceptuel de ce programme de recherche, et puis un second temps qui vous livrera les principaux résultats depuis quelques années qu'on conduit ce terrain en République de Djibouti. Alors, je dois le dire, c'est un programme de recherche qui est financé d'abord par la Commission des fouilles du ministère français des Affaires étrangères. Il est aussi labellisé SIG, c'est-à-dire site d'études en écologie globale, et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est un label du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique en France, qui privilégie des terrains où il y a une forte connotation paléo-environnementale, un fort travail sur le rapport entre l'homme et son environnement, et vous allez le voir. C'est aussi un programme qui a été largement soutenu par l'Agence nationale de la recherche au travers du projet Big Dry dirigé par François Bon de l'Université Toulouse Jean Jaurès. C'est un projet qui est très bien soutenu par l'ambassade de France à Djibouti, il faut le dire, parce que les ambassades de France soutiennent aussi leur recherche archéologique à l'étranger. Il a aussi le privilège de disposer d'un mécénat culturel, un partenariat avec l'Institut des déserts et des steppes, qui est dirigé par Yves Coppens. Et il est enfin conventionné par le Centre français des études éthiopiennes, donc il y a encore un centre français qui est adossé à ces programmes de recherche, donc à Addis Abeba. Et il est autorisé par les pays hôtes où s'opèrent ces recherches, à la fois par la RCCH, qui correspond un peu au ministère de la Culture éthiopien, et aussi par l'Institut des recherches archéologiques et historiques de Djibouti. Donc c'est avec leur autorisation et grâce à eux que ce programme franco-djiboutien existe. Alors, travailler sur l'émergence des premières sociétés de production, donc ici en l'occurrence les sociétés d'éleveurs, quand on est archéologue, c'est d'abord donc travailler sur les transformations socio-économiques, culturelles, paléo-environnementales qui vont conduire les populations du passage du monde des chasseurs-cueilleurs au monde des éleveurs. Et quand on est archéologue et qu'on s'intéresse à cette question, eh bien, on doit concilier trois points de vue, en fait, trois écoles de pensée en archéologie. D'abord un point de vue économique, un point de vue culturel et un point de vue environnemental. Donc là, c'est un peu de théorie lorsque justement on s'intéresse à l'émergence notamment soit de l'agriculture, soit de l'élevage. Alors, le premier point de vue, c'est le point de vue économique, qui a été d'abord défendu par Bossrup, Binford ou Alain Testard, et qui postule que les premières manipulations du milieu naturel par l'homme, donc le fait de domestiquer des animaux sauvages ou de cultiver des plantes qui étaient à l'état sauvage pour les rendre domestiques, eh bien, découlent d'explorations économiques innovantes destinées avant tout à absorber les conséquences d'un fort essor démographique. Alors c'est vrai, quand on parle de la mise en place du néolithique à la préhistoire récente, on associe souvent cette mise en place avec une amélioration
du climat qui permet aux populations finalement un peu de se stabiliser, aussi d'augmenter en termes d'essor démographique. Et donc, eh bien, sous cette pression démographique, les populations doivent aussi augmenter leurs moyens d'alimentation. Et alors, au sein d'un groupe, il y aurait, donc dans la théorie, une autre entité, une segmentation culturelle qui permettrait à une partie du groupe finalement de se séparer du groupe initial pour justement tenter d'innover des nouvelles solutions d'économie vivrière pour assurer la survie du groupe. Donc ça, c'est le point de vue économique. Voilà. Le deuxième point de vue, c'est celui qui est culturel, culturaliste, qui lui a été défendu par Braidwood et aussi repris par Jacques Covin, et qui met en avant finalement cette fois une prise de conscience de l'homme, de sa propre emprise sur son environnement. C'est ce que Jacques Covin a appelé, lorsqu'on lit ses écrits, la révolution des symboles. Donc en gros, on considère qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, l'homme aurait décidé de s'émanciper de son espace sauvage vers un espace domestique et de ne plus être finalement soumis à la nature. Il déciderait donc de la contrôler en se considérant finalement un peu plus fort que les autres, mais pour que cela s'opère, pour que cette mutation, on va dire, cognitive, sociale s'opère, il faut qu'il y ait un bouillonnement d'idées dans des anthroposystèmes dynamiques, donc au sein d'une société, et surtout que cette société soit désormais mature. Le troisième point de vue, c'est un point de vue environnementaliste, c'est ce qu'on appelle le déterminisme environnemental, qui considérait que finalement les populations elles vont se mettre à changer leur manière de s'alimenter suite à des changements climatiques. Donc par exemple, un climat qui se stabilise, qui permet à l'individu d'avoir dans son milieu davantage de ressources aisément accessibles, aisément contrôlable, eh bien, tout cela va favoriser la fixation humaine et donc de fait le développement de nouveaux modèles d'alimentation. Ou inversement, d'aucuns considèrent que finalement, quand un climat va peut-être se dégrader, par exemple on entre dans une étape d'aridification intensive, les ressources s'amoindrissent, eh bien les populations là aussi elles vont être contraintes de s'adapter et d'innover et donc peut-être de s'orienter vers l'introduction de l'élevage ou l'introduction de l'agriculture. Donc ce sont les trois points de vue que nous, archéologues, on explore toujours lorsqu'on est néolithicien et qu'on s'intéresse justement sur la transition chasseur-cueilleur-éleveur. Certains choisissent de ne prendre que le modèle économique, que le modèle culturaliste ou environnemental, mais il vaut mieux prendre les trois. Alors, ça va? Oui. Que dire de la néolithisation européenne et proche-orientale? Eh bien, longtemps, les chercheurs ont considéré qu'en effet, on pouvait corréler a priori l'émergence du néolithique au Proche-Orient et sa diffusion ensuite dans toute l'Europe en fonction de changements climatiques conséquents. Mais finalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce néolithique européen et proche-oriental, on sait désormais qu'il n'y a pas de corrélation directe entre les évolutions du climat d'une part, et les changements comportementaux d'autre part, à savoir ici l'émergence des sociétés de production. On considère davantage qu'il faut qu'il y ait un changement plutôt dans les structures de société, qui est d'abord en amont une forme de hiérarchisation sociale, de complexification sociale, pour que puissent ensuite être adoptés de nouveaux modèles économiques. En revanche, au niveau du continent africain, eh bien, il faut bien admettre qu'une grosse partie de ce continent africain eh bien, est positionnée sous des latitudes tropicales et que dans ce continent africain, les fluctuations climatiques depuis la fin du Pléistocène, donc autour de 20 000 ans avant notre ère, eh bien, ont été très extrêmes par rapport à d'autres parties de la planète et de fait, ce déterminisme environnemental demeure extrêmement fort dans toute la littérature quand il s'agit d'expliquer la transformation des chasseurs-cueilleurs aux éleveurs. Et c'est vrai, quand on lit tous les articles qui portent sur l'ensemble du continent africain, eh bien on pourra constater une diversité des stratégies économiques mises en œuvre par les sociétés au moment où elles vont passer dans le monde de l'élevage ou de l'agriculture, que ces stratégies mises en œuvre, elles vont toujours être corrélées aussi
aux écosystèmes associés, c'est-à-dire on va s'adapter à l'écosystème dans lequel on évolue, et que c'est un fait notable, il est vrai que c'est en fonction de forts changements climatiques, notamment les alternances de phases arides et de phases humides, que l'on va voir se mettre en place l'élevage et l'agriculture. Alors, maintenant, je me recentre un petit peu sur la Corne de l'Afrique et je vous propose un bref historique des recherches. Les recherches, notamment en République de Djibouti, elles ont été initiées par les autorités djiboutiennes après l'indépendance. Elles ont souhaité faire une évaluation du potentiel archéologique et de leur patrimoine à l'échelle du pays. Et elles ont contacté pour ce faire 2 chercheurs qui étaient alors préhistoriens au CNRS en France, à savoir Jean Chavaillon et Roger Joussomme. Jean Chavaillon a été préhistorien spécialiste du paléolithique et avait déjà énormément travaillé en Éthiopie. Et Roger Joussomme était, lui, plutôt néolithicien et avait aussi énormément déjà travaillé en Éthiopie autour de l'art rupestre et notamment du mégalithisme également. Donc ces 2 personnes ont été contactées par les autorités djiboutiennes et ont été invitées à venir faire une évaluation du potentiel archéologique. Et c'est ainsi qu'à partir des années 84, Roger Joussomme en particulier a commencé à développer des recherches sur plusieurs sites de la République de Djibouti et notamment sur un site qui deviendra plus tard un site de référence pour l'émergence de l'élevage dans la Corne de l'Afrique, à savoir le site d'Assakoma, à l'intérieur des terres dans le pays. Roger Joussomme a aussi réalisé toute une série de recherches, pas seulement à l'intérieur des terres, mais aussi sur le littoral, sur les sites dits du Goubet, dans le golfe de Tadjoura, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des sites qui correspondent en particulier à des amas coquillers de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. À la suite de Roger Joussomme, Xavier Gutters a repris ensuite la direction du programme de recherche assez rapidement finalement et il a mis alors en place une nouvelle équipe, une équipe beaucoup plus chargée avec surtout un grand aspect pluridisciplinaire en invitant des paléenvironnementalistes, des anthropologues, des spécialistes de la culture matérielle pour venir travailler donc en République de Djibouti. C'est alors, dans les années 2000, que le programme devient un programme qui va être accrédité et autorisé par la Commission des fouilles du ministère français des Affaires étrangères. Donc Xavier Gutters a fouillé toute une série de sites qui vont devenir ensuite des sites de référence, mais pas seulement en République de Djibouti. Il a alors élargi son programme à toute la Corne de l'Afrique et a travaillé aussi en Éthiopie et au Somaliland en particulier. Alors, il a fouillé, je vous l'ai dit, le site d'Assakoma, à la suite de Roger Joussomme, mais il a aussi fouillé un site sur les hauts plateaux éthiopiens qui s'appelle le site de Mochena Borago, un site installé à 2300 mètres d'altitude qui présente toute une séquence extrêmement intéressante autour du changement d'air en particulier, je reviendrai tout à l'heure. Autre site de référence fouillé par Xavier Gutters et également par Henri Dudet et aujourd'hui encore en cours de fouille dans le cadre du programme, c'est le site d'Araïdé 3, daté cette fois de la fin du Pléistocène, qui lui a la particularité de livrer quantité de vestiges humains, ce qui est extrêmement rare sur cette partie du continent africain puisque les vestiges sont datés du 16e millénaire avant notre ère. Autre site phare, fouillé dans le cadre de ce programme à l'époque de Xavier Gutters, le site de Lasgel, qui est très connu aujourd'hui, qui lui se situe au Somaliland, qui est considéré pour la Corne de l'Afrique comme le Lascaux de la Corne de l'Afrique. C'est un site exceptionnel qui livre une série d'abris ornés dotés de multiples peintures qui vont permettre de travailler notamment sur l'univers symbolique des premiers éleveurs. Donc finalement, à l'issue de ces recherches, celles de Roger Joussomme, celles de Jean Chavaillon, Xavier Gutters, donc au bout de 30 années de recherche, on a des modèles qui ont été établis sur cette transition en particulier entre le monde des chasseurs-cueilleurs et le monde des éleveurs. Et ces modèles mettent en particulier l'accent justement sur leur pluralité, donc de multiples scénarios possibles. Et donc il y a déjà une littérature assez conséquente qui a été mise en place. C'est à la suite de mes prédécesseurs que je m'inscris, donc en reprenant la direction du programme en 2014. J'avais moi-même commencé à travailler en République de Djibouti au début des années 2000. C'était Xavier Gutters qui m'avait invité à venir travailler sur les systèmes techniques céramiques de République de Djibouti. Et puis finalement, j'ai développé toute une recherche
Et c'est assez naturellement qu'à son départ, j'ai repris la direction. Alors, fait remarquable, et c'est important de le dire, cette prise de direction, elle s'est associée à un déplacement du projet en termes, je veux dire, institutionnels. Donc, le projet était porté par le laboratoire montpelliérain Archéologie des sociétés méditerranéennes, et donc s'est déplacé là où je suis moi-même rattachée au CNRS, c'est-à-dire au laboratoire Trace de Toulouse. Et ce déplacement n'a pas été anodin, c'est pour ça que je le mentionne, parce qu'en fait, finalement, ça a permis au programme de prendre corps au sein de ce laboratoire où effectivement on a un pôle Afrique extrêmement dynamique, c'est un cadre structurant pour les recherches qui se positionnent sur le continent africain. Et ensuite, la recherche a pu s'élaborer au sein d'une autre équipe dans ce laboratoire Trace, l'équipe que je co-dirige avec Claire Manin, qui s'appelle PRBM, Préhistoire récente du bassin méditerranéen, qui est une équipe qui est vraiment spécialisée à l'échelle internationale justement sur la modélisation des mécanismes qui vont conduire les sociétés de ce passage des chasseurs-cueilleurs aux éleveurs, et notamment dans la droite lignée de Jean Guilaine, professeur au Collège de France, qui a été un des premiers à l'échelle internationale à montrer que lorsqu'on s'intéressait au néolithique, donc au début de l'élevage et de l'agriculture, il fallait penser les choses en termes de diversité des scénarios, d'arythmie, c'est-à-dire on va avoir des foyers de mise en place de cet élevage ou de cette agriculture dans différents secteurs en fonction de différents écosystèmes sous de multiples formes, donc polymorphes, et jamais de manière simultanée. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on réfléchit ce programme. Et finalement, en faisant venir ce programme à Toulouse, il y a eu donc un renouvellement des thématiques, on va dire une modernisation des thématiques, et puis aussi un renouvellement des équipes. Alors, donc le terrain, en particulier, donc, se situe en République de Djibouti. C'est là qu'on a centré l'essentiel de nos recherches, même si avant le programme portait sur l'Éthiopie et le Somaliland. Maintenant, on est concentré vraiment sur la République de Djibouti. Ce programme s'appelle Première société de production dans la Corne de l'Afrique. Et le laboratoire de réflexion, c'est celui qui se situe dans la dépression Afar. Donc la dépression Afar, c'est cette zone aujourd'hui ultra-aride qui se situe entre le rift éthiopien à l'ouest et la mer Rouge à l'est. Cette dépression Afar, elle accueille un lac, le lac Abbé, qui est aujourd'hui à la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Et ce lac Abbé n'a eu de cesse de transgresser, enfin d'avoir des niveaux qui augmentent ou des niveaux qui baissent pendant des milliers et des milliers d'années. Donc ce lac Abbé, lui, s'écoule dans un bassin, le bassin lacustre du Gobad, et c'est précisément là que se situe notre recherche. Alors ce lac Abbé, il est un lieu privilégié d'implantation pour les populations, la proximité avec l'eau naturellement, mais c'est aussi un formidable laboratoire en termes de paléoclimatologie, parce qu'en fait, le lac Abbé, donc, qui se situe ici, vous voyez, donc là on est donc en République de Djibouti, le programme, eh bien, il se remplit grâce à une rivière, la rivière Awash, qui prend sa source dans les hauts plateaux éthiopiens. Et donc, dès qu'il y avait des précipitations, des changements climatiques forts, bien perceptibles sur les hauts plateaux, eh bien, le lac Abbé, en tant que réceptacle de cette rivière Awash, eh bien, a enregistré sur des milliers d'années le paléoclimat. Donc on a ce lac Abbé, le bassin lacustre, c'est le bassin du Gobad, et en amont on a deux autres lacs, le lac Gamari et le lac Afembo en Éthiopie, où il y a un autre programme de recherche qui travaille actuellement et dirigé par Lamia Ralidi, qui est notre collègue au CEPAM à Nice. Alors aujourd'hui, le lac Abbé ressemble à ça. Donc bon, c'est magnifique, mais c'est quasiment un désert. Alors qu'il faisait 6000 km² auparavant, aujourd'hui, il n'en fait plus que 350 km². Donc il est en partie asséché. Et de la même manière, bien, le bassin lacustre qui recevait ce lac, c'est-à-dire ici avant il y avait un lac, est aujourd'hui un véritable désert, alors qu'il était auparavant très vert et très humide il y a encore quelques milliers d'années. Au niveau géologique, ce bassin lacustre du Gobad est ce qu'on appelle un graben. Le graben, c'est un fossé d'effondrement tectonique, donc on a eu des effondrements. C'est une zone en termes sismiques et volcaniques extrêmement active. Hein. À Djibouti, c'est très connu. Bon, il y a tout le rift. Donc il y a eu un effondrement, donc avec une zone, ici, la marche s'appelle un horst, et puis à l'intérieur, eh ben, on a ce graben, et c'est ça le bassin qui recèle tous les sites archéologiques. Dans ce bassin lacustre,
Il y a toute une série de formations sédimentaires qui sont disponibles. On a d'abord des formations carbonatées, ces craies blanches qui correspondent simplement au fond du lac lorsqu'il était présent, donc qui témoignent de la présence du lac. On a aussi des paléosols qui vont se reconnaître par des niveaux argileux, bruns, sableux, ici en marron, et on a aussi des dunes récentes qui témoignent, elles, de temps d'aridité avec des phénomènes éoliens qui vont apporter des sables, et ces dunes récentes recouvrent parfois les paléosols. Alors comme je vous l'ai dit, ce bassin lacustre du Gobad est aujourd'hui parmi les foyers d'émergence de l'élevage dans la Corne le mieux documenté. On a environ une centaine de sites qui ont été recensés grâce justement à ces 30 années de recherche déjà réalisées. Et au cours de ces 20 derniers milliers d'années, ce bassin lacustre a été recouvert par les transgressions les transgressions majeures de ce lac AB, donc en fonction de différents épisodes. Donc là, je vous ai mis quelques-uns de ces épisodes. Donc, par exemple, l'épisode AB4A, aux alentours de 8000 ans avant notre ère. Donc, bien sûr, c'est la néotectonique, oui, c'est tout ce qui est sismique, volcanique et les fluctuations climatiques qui vont jouer sur la hausse ou la baisse de ce niveau lacustre. Donc, avec ce lac AB qui est ici, et on voit en fait son extension pendant ces grandes phases de transgression. Ou encore ici. Alors, quand on est dans des grandes phases de transgression, donc avec des hauts niveaux, le lac AB faisait 6000 km² et finalement tous les lacs, Afembo, Gamari en Éthiopie et le lac AB, constituaient ce qu'on appelle le grand lac AB. Ce n'était plus qu'un seul grand lac. Et fait remarquable, c'est précisément au moment d'une étape d'aridification, donc quand on n'est plus du tout dans une transgression, mais dans une vraie régression, que se mettent en place les premières sociétés à économie de production, aux alentours donc, du milieu du 3e millénaire. Alors, le grand intérêt de ce laboratoire de réflexion, c'est, comme je vous l'ai dit, la quantité de sites archéologiques qu'il recèle. C'est aussi cette chronologie. On a des sites qui datent depuis la fin du Pléistocène, donc aux alentours de 20 000 avant notre ère jusqu'à l'Holocène récent. Et donc, cette proximité avec ce lac et cette association avec des implantations humaines nous permettent d'avoir toute une réflexion justement sur l'influence de ce lac sur les dynamiques de société en transition entre le monde des chasseurs-cueilleurs d'une part et le monde des éleveurs d'autre part. Donc, quand on s'interroge sur cette influence de ce lac sur cette transition chasseurs-cueilleurs-éleveurs, eh bien, on a des questions. Et les questions qu'on développe dans le cadre de ce programme, elles sont de 4 ordres. Donc la première, quelle est la chronologie des occupations dans le Gobad entre des populations a priori de chasseurs-cueilleurs et d'autres qui vont adopter l'économie de production? Quelles sont leurs identités culturelles, les faciès culturels? Est-ce qu'on a des phénomènes de recomposition culturelle, etc. Quelles sont les structures et organisations sociales qui vont accueillir l'élevage? Le lac en lui-même a-t-il constitué parfois un verrou dans cette émergence de l'élevage et dans l'expansion des populations, en les maintenant parfois sous la forme d'isolats lorsque le lac est très rempli au sein de niches écologiques spécifiques? Ou est-ce que ce lac a été un levier lorsque on est dans des phases de régression, le lac baisse et donc le paysage s'ouvre et finalement on est peut-être dans des étapes de conquête, de reconquête et donc de changement en termes économiques, sociales, culturels? Et enfin, quelle réponse techno-économique donnent les populations face justement aux pressions exercées par ce milieu depuis la fin des Pléistocènes? Donc voilà les 4 grandes questions de notre programme de recherche. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on essaye de répondre à ces questions? Eh bien, on a plusieurs volets méthodologiques qui sont portés par différents membres de ce programme qui rassemble aujourd'hui 26 chercheurs français et à l'international. Il y a aussi, il faut le dire, beaucoup d'étudiants en thèse de doctorat qui sont rattachés à ce programme de recherche. Alors, la question, je vous l'ai dit, c'est quel est le rôle levier ou verrou des systèmes écologiques lacustres dans l'émergence et la consolidation de l'élevage et quelle est finalement la relation entre ces changements environnementaux et l'élaboration de nouveaux systèmes de valeurs, de nouveaux systèmes économiques, l'élaboration d'innovations. Eh bien, quand on se pose cette question, il y a d'abord une première chose à faire, de base, j'ai envie de dire, c'est pas bien dit, mais c'est comme ça, c'est de modéliser le régime paléohydrologique du système lacustre du lac AB à très haute résolution. Puisqu'en effet, il s'agit de comprendre comment ce lac a pu jouer sur les dynamiques de peuplement, il faut déjà comprendre comment fonctionne ce lac. Donc dans le programme de recherche, c'est le travail de Laurent Bruxelles, Carlo Moloni et Benjamin Lance qui, sur le terrain,
opèrent tout un travail de levée stratigraphique, géomorphologique, sédimentologique, géologique. Ils font une cartographie donc, de tous les anciens niveaux lacustres, puisque le lac, lorsqu'il était présent, même s'il est donc aujourd'hui disparu, il a laissé des traces, des ruptures de pente dans les glaciers basaltiques, des galets, des dunes, ce genre de choses. Donc ils laissent des traces. Donc leur travail, c'est déjà de cartographier au niveau géomorphologique, géologique et sédimentologique les anciens niveaux lacustres, les paléosols, les lignes de rivage, les bords de plage, les cordons dunaires, pour comprendre précisément les dynamiques de variation de ce lac. Autre chose, grâce à ce travail de terrain, donc c'est marcher dans ce désert du Gobad, ils ont pu mettre en place ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, donc un MNT. Les modèles numériques de terrain, ça s'appuie sur des images satellites à très haute résolution dont on fait l'acquisition en les achetant. Et en fait, il y a tout un traitement de ces analyses satellites que je serais parfaitement incapable de vous détailler ce traitement, mais qui permet finalement d'obtenir pour la zone une carte en topographie. Et donc, grâce à ce travail de mise en place d'un modèle numérique de terrain, il leur est possible désormais de modéliser virtuellement une régression ou une transgression. En d'autres termes, ils remettent en eau le bassin du Gobad sur les tablettes et ça permet ensuite d'avoir tout un modèle prospectif de terrain, je vais y revenir. Alors grâce à ce modèle numérique de terrain, grâce à ce travail de cartographie, on a deux échelles d'analyse autour de notre problématique de la transition des chasseurs-cueilleurs aux éleveurs. Eh bien, on va s'interroger d'abord à l'échelle temporelle d'un cycle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment d'une régression ou qu'est-ce qui se passe au moment d'une transgression. On cherche à identifier d'abord, en fonction justement de la géolocalisation des sites archéologiques, quels sont les sites qui vont être véritablement implantés au bord du lac à un temps T et quels sont ceux qui seront en marge. Et en fonction justement de l'éloignement des implantations humaines par rapport au lac, on va comparer les types d'occupation entre les sites archéologiques eux-mêmes, le statut des sites quand il nous est accessible, les ressources vivrières qui étaient exploitées en fonction des sites. Le tout, donc, c'est de réfléchir à l'échelle d'une transgression ou d'une régression, eh bien, les gisements dans un maillage, dans un territoire, dans un écosystème, et de réfléchir éventuellement en termes de complémentarité économique. Ça, c'est à l'échelle d'un cycle. Mais on a aussi une réflexion à l'échelle diachronique, parce que je vous l'ai dit, ces sites archéologiques qui sont sur une large chronologie depuis la fin du Pléistocène. Et donc, on a toute une réflexion autour, justement, quand on observe justement le lac aux différentes étapes de sa vie. Est-ce qu'on peut identifier des zones refuges en pleine phase aride? Est-ce qu'on va identifier des zones propices à l'installation en pleine phase humide? Le tout, c'est nous de montrer comment ce bassin lacustre a été aussi un bassin de vie sur des milliers et milliers d'années, de voir comment les populations ont exploré ce bassin de vie. Et grâce à ce modèle numérique de terrain, eh bien, on peut aussi identifier des zones d'implantation privilégiées. Donc, vous savez, quand on fait de la prospection, parfois on a la chance d'être accompagné par des géologues qui vont nous dire, bon, les sites, on va préférentiellement les trouver ici, pas là, etc. Bon, bah là, grâce au modèle numérique de terrain, on dit, bon voilà, je sais que le lac, il est à telle altitude, à tel moment, donc on met ça sous notre logiciel, et on a une vision vraiment du lac, de son positionnement, de son niveau à telle altitude. Donc nous, au lieu de marcher au milieu du lac, comme on aurait pu le faire en pensant qu'il n'était pas là, et donc de chercher les sites archéologiques, on va monter et vraiment chercher les sites là où finalement on est sur un rivage. Et donc c'est ainsi qu'on a retrouvé toute une série de sites archéologiques. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors tout ce travail de géomorphologie et d'association entre les dynamiques de variation du lac et les dynamiques de peuplement implique un important référentiel de mesures chronométriques. Donc, différentes méthodes de datation sont utilisées pour dater d'une part toutes les séquences géologiques, pour caler les phases de régression et de transgression du lac de manière précise, et aussi tout un travail de datation des sites archéologiques pour voir justement la cohérence entre la vie du lac et les dynamiques d'implantation et de peuplement. Autre volet de ce travail, on est toujours un peu envoyé dans le modèle un peu paléo-environnemental, ce sont les études paléoclimatiques
climatologiques à haut niveau de résolution. Donc une fois qu'on a travaillé sur les variations paléo-hydrologiques, eh bien, il faut aussi comprendre les variations paléoclimatiques qui vont justement interférer sur cette vie du lac. Donc là, dans le programme, c'est en particulier le travail de thèse de Carlo Moloni qui procède par carottage dans les lacs, donc pas le lac Abbé lui-même, parce qu'il est très difficile d'accès, ce lac Abbé. Donc il y a un programme de recherche en parallèle au nôtre qui a été conduit notamment par Lamia Halidi et Marie Revel sur les autres lacs éthiopiens qui sont eux-mêmes des réceptacles de cette fameuse rivière Awash qui vient alimenter la zone. Et donc plusieurs carottes ont été effectuées dans le lac Afambo et dans le lac Gamari. Et là, on est dans une étude classique de carottes où on essaye de voir les différents marqueurs de l'évolution du climat à haut niveau de résolution, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des datations relativement précises et régulières. Ces études paléoclimatologiques, elles ne portent pas seulement sur des carottes dans le lac, elles portent aussi sur des prélèvements sédimentologiques, micromorphologiques, à la fois sur les fameux paléosols, donc, qui n'ont pas forcément été occupés, donc juste des paléosols qui sont mis en place. Donc on fait des prélèvements sédimentaux pour voir comment ce climat a évolué. Et il y a aussi des carottes dans les dunes récentes, parce que donc, les paléosols, eux, sont marqueurs de stabilité paysagère. Pour que se mette en place un sol, il faut qu'il y ait de l'humidité, etc. Et les dunes récentes, elles, vont plutôt être marquées des temps d'aridification, parce que pour que produise du sable, il faut qu'il y ait du sable, des phénomènes éoliens et moins d'humidité. Donc il y a des prélèvements, vous voyez, à différents niveaux de résolution qui permettent à eux tous de nous proposer une histoire très précise de l'évolution du climat. Alors, autre volet, c'est celui qui porte cette fois-ci sur les paléofaunes, qui permettent également de caractériser l'évolution du climat, l'évolution des écosystèmes, mais aussi l'évolution des choix humains, notamment de tout ce qui correspond à la diète des populations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont consommé, qu'est-ce qu'elles ont chassé, etc. Alors, fait remarquable, vous en doutez, donc il y a un lac. Donc s'il y a un lac, il y a des poissons. Donc ces populations de chasseurs-cueilleurs, elles ont énormément exploité ce monde aquatique. Donc il y a un gros volet autour des données ichtyologiques qui est porté notamment par Joséphine Lezure, Lucie Couder et Élise Dufour dans le cadre du programme. Et avec deux types de prélèvements qui sont opérés. D'abord sur les sites archéologiques, donc des prélèvements standards de la faune des sites archéologiques, et puis, fait original, des prélèvements cette fois sur les formations sédimentaires naturelles, c'est-à-dire sur ces petits lambeaux blancs de dépôts carbonatés qui correspondent donc à la vie du lac. Donc quand on prélève dedans, c'est bourré de restes de poissons, et donc ces restes de poissons sont analysés de la même manière que les restes archéologiques pour caractériser les paléoclimats, caractériser l'évolution des écosystèmes, caractériser les adaptations humaines à l'évolution des écosystèmes et les stratégies d'acquisition. Alors en particulier, quand on étudie notamment ces restes de poissons, eh bien, ça a été le travail de thèse de Lucie Couder, eh bien, on peut comprendre la signification paléo-environnementale de la présence de certaines espèces. S'il y a telles espèces, elles sont dans un tel environnement, c'est logique. Et puis il y a aussi tout un travail d'écriture d'une histoire biogéographique sur l'évolution des ressources aquatiques, c'est-à-dire la manière dont vont évoluer les faunes dans ce lac en fonction de la température, des précipitations, ce genre de choses. L'étude des assemblages fauniques, eh bien, c'est aussi les aborder du point de vue de l'homme, et donc toute une réflexion autour des systèmes d'exploitation des ressources aquatiques par l'homme et l'évolution de cette exploitation dans le temps, donc avec des questions autour des modalités de prédation unies ou multispécifiques. Est-ce qu'on va pêcher une seule espèce de poisson ou plusieurs espèces de poissons, quels sont les modes d'approvisionnement de ces ressources dans le lac, voilà, les techniques de pêche, les lieux de pêche, les saisons de pêche, et puis il y a aussi toute une réflexion sur la complémentarité économique en fonction de qu'est-ce qu'on va chasser, donc en termes de faune terrestre par rapport à ce que l'on va pêcher dans le lac. Et une question principale qui nous intéresse tout particulièrement, c'est est-ce que la domestication animale, en l'occurrence ici l'élevage, va apparaître, oui ou non, comme une solution à finalement une pression que vont subir les sociétés face peut-être à une entrée dans une aridification. Et donc il faut trouver des solutions pour pouvoir survivre. Donc dans ce travail, il y a
un aspect assez original qui a été développé, que bon, je ne vais pas forcément moi-même développer, puisque là on rentre vraiment dans des domaines ultra spécialisés, c'est l'étude des otolithes de poissons. Les otolithes, c'est des petites formations que les poissons ont dans l'oreille interne. Et en fait, ces otolithes marquent en fait des signes de croissance à chaque moment de vie de l'animal. Et finalement, en observant et en comptant ces marques de croissance, on peut avoir toute une information, d'abord sur l'âge du poisson à sa mort, mais aussi des informations d'ordre isotopique qui sont enregistrées, qui permettent d'avoir une idée sur des données extrêmement précises sur la nature de l'eau, la salinité. C'est fou ce que ça enregistre un petit bout dans l'oreille du poisson. Une idée sur l'évaporation du lac, les précipitations, la composition physico-chimique de l'eau, etc. Donc en fait, ce type d'étude permet de faire aussi de la sclérochronologie, enfin de reconstituer l'environnement dans lequel évoluait le poisson. Donc vous voyez, cumuler les paléophones terrestres, les recherches en ichtyologie, donc les ressources aquatiques, les recherches sur le climat dans le lac, à l'extérieur du lac, permet d'avoir donc une lecture assez fine de l'évolution du climat dans cette dépression à phare. Autre volet, eh bien, c'est le volet paléoanthropologique. Le bassin du Gobad recèle une quantité de sites funéraires qui donc s'échelonnent de la fin du Pléistocène jusqu'à des périodes plus récentes, avec notamment le site d'Ara et Détroit, je vais y revenir, d'Alidaba II au milieu du 4e millénaire, et d'Antakari III daté du milieu du 3e millénaire avant notre ère. Et donc, il y a un important volet paléoanthropologique qui a été d'abord dirigé par Henri Dudet et qui aujourd'hui est dirigé par Isabelle Crèvecoeur de Bordeaux, Stéphane Herouin de Chartres et Marie Mathieu, qui rédige un travail de thèse autour de ces vestiges en particulier. Alors, ces vestiges funéraires, ces ossements humains, nous permettent d'aborder 4 aspects assez intéressants. D'abord, tout simplement, enrichir le corpus de fossiles humains qui sont extrêmement rares pour cette partie du continent africain. Donc, tout simplement augmenter les données sur les ossements humains. Et alors, apporter des données inédites pour caractériser la variabilité phénotypique, c'est-à-dire la variabilité de tous les traits de ce qui nous fait, nous, êtres humains, comportemental, physiologique, biologique, mécanique, etc., pour comprendre justement les adaptations morphologiques. Est-ce qu'on observe une variabilité, oui ou non, dans notre manière d'évoluer physiquement au moment où s'opèrent des changements abrupts du climat. Il s'agit aussi de caractériser en particulier l'identité biologique des populations entre celles qui sont chasseurs-cueilleurs. Sont-elles différentes de ceux qui seront ensuite les éleveurs dans le secteur? Et enfin, de manière plus générale, avoir ce corpus de fossiles humains permet toute une réflexion autour du peuplement est-africain, donc essayer de comprendre un peu les voies de diffusion de l'homme dans cet est africain, les dynamiques de peuplement, et aussi les questions autour de la continuité du peuplement. Est-ce qu'on a des populations qui restent sur place et qui évoluent sur place, ou est-ce qu'on a des phénomènes de remplacement de la population, ce que permettent de marquer certains traits biologiques. Et alors bien sûr, je vous l'ai dit, on peut aborder la question de l'émergence de l'agriculture ou de l'élevage du point de vue économique, culturel ou environnemental. Moi, je suis plutôt une culturaliste. Donc, naturellement, en dirigeant ce programme, il y a aussi un gros volet qui porte sur les questions d'ordre social et il y a toute une réflexion sur quelles sont finalement les orientations culturelles qui vont prévaloir au moment où vont se développer des changements de modèle économique, quelles sont les structures sociales, économiques qui doivent être mises en place pour qu'apparaisse ce changement dans les sociétés et surtout pour qu'ils réussissent sur le temps long. Donc ça, c'est dans le programme une réflexion qu'on mène à de très nombreuses personnes, avec plusieurs personnes, toutes les personnes qui travaillent notamment sur les systèmes techniques, céramiques, lithiques, sur la parure, l'industrie osseuse, sur la rupesse, sur l'habitat, etc. Donc, par rapport à ces questions d'orientation culturelle, il est important de rappeler, je crois, qu'aujourd'hui, il est admis que lorsque on accepte une innovation,
quelle qu'elle soit, hein, et là en l'occurrence c'est l'élevage, eh bien il faut un certain nombre de prérequis. Et donc je crois que c'est important de les rappeler. D'abord, l'acceptation d'un tel changement, ici l'émergence de l'élevage et sa réussite, exige immanquablement une mobilisation forte des groupes humains dans la durée, parce qu'en effet, la création de nouveaux modèles économiques, la création de nouveaux produits de consommation, la création de nouvelles techniques pour qu'existent ces produits de consommation, exige une coordination. Et donc on sait aujourd'hui, à partir aussi des modèles ethnographiques, que lorsqu'on passe à l'élevage, c'est un passage qui est communautaire. L'autre fait important dans cette transition, c'est que c'est le partage d'idées entre groupes sociaux distincts sous la forme de contacts prolongés qui va permettre parfois justement que se mette en place l'émergence de nouveaux modèles économiques. En d'autres termes, le métissage culturel, voilà, enfin, un monde interconnecté qui va faire qu'un changement va s'opérer. Et enfin, il est aussi admis un prérequis quasiment indispensable, c'est que l'élevage et l'agriculture vont fleurir le plus souvent au sein de communautés qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle l'économie à rendement différé, the delayed return system. C'est-à-dire qu'en fait, il est rare que l'élevage ou l'agriculture, où que l'on se situe dans le monde, se mettent en place du jour au lendemain chez des chasseurs-cueilleurs. Ça implique d'abord souvent qu'il y ait eu une conscience d'un stockage en masse. Par exemple, on va stocker en masse des ressources sauvages, ou alors on va parquer en masse des animaux sauvages. Et il faut d'abord que se mette en place finalement cette gestion raisonnée et accrue du monde sauvage pour que puisse ensuite fleurir une gestion raisonnée et accrue d'un élevage. Donc quand on s'intéresse à ces questions-là, d'ordre plutôt culturel, la question c'est quelles sont les formes de structures sociales, culturelles, économiques qui ont innové, accueilli et consolidé l'économie de production. Donc ça va être dans le programme chercher à caractériser les identités culturelles, qui sont ces premiers éleveurs, travailler sur les formes de l'habitat, l'évolution de cet habitat, les types d'implantation, avoir une réflexion sur tous les réseaux d'approvisionnement en matières premières, lithiques, céramiques, voir comment ces réseaux évoluent. On va s'interroger aussi sur les questions de spécialisation artisanale, hiérarchisation de la société, complexification sociale que plusieurs marqueurs vont signifier. On va s'interroger sur comment les groupes contrôlent leurs moyens de production et de prédation, et aussi toute une réflexion sur les grands réseaux d'échange de la culture matérielle, et notamment éventuellement de biens socialement valorisés. Alors, à cet égard, le bassin du Gobad n'a que des qualités. C'est que c'est aussi un laboratoire de réflexion idéal parce qu'au moment précis où émergent les premières sociétés de production, donc en l'occurrence ici l'élevage, eh bien c'est aussi le moment où émergent certaines innovations techniques, à savoir l'artisanat potier au milieu du 3e millénaire et aussi le monumentalisme funéraire, c'est-à-dire les populations vont se mettre à construire de grosses structures et en particulier des sépultures collectives qui vont donc accueillir des individus pour des inhumations. Et c'est aussi précisément à ce moment-là qu'on va se voir se développer tout un artisanat spécialisé autour des parures et aussi des réseaux d'approvisionnement à très longue distance autour d'un bien, l'obsidienne. Et enfin, je dirais, ça c'est un peu enfin, bref, je continue, c'est qu'en fait dans le cadre... on a beaucoup aussi sur les reliefs basaltiques, donc autour de ce bassin lacustre, quantité d'art rupestre qui va se traduire par de l'art gravé. Et en fait, cet art gravé est très intéressant à étudier, il est beaucoup plus récent, il est dur à dater parce qu'on n'a pas les sites associés, ça c'est comme beaucoup d'art rupestre, donc il est très intéressant parce que d'abord il fournit des représentations de faune aujourd'hui totalement inexistantes, girafes, hippopotames, donc des faunes humides qui sont figurées ici. Et il documente aussi un retour à un système nomade, c'est-à-dire justement quand l'aridification va se mettre en place, les premières sociétés de production émergent, mais à un moment, l'aridification est telle qu'on retourne à un système de nomadisme. Et ce qui est très intéressant dans cet art rupestre, c'est qu'il traduit ce nomadisme avec tous les systèmes, notamment caravaniers et vraisemblablement de transhumance qui sont figurés. Donc, un des autres objectifs de notre projet, même si on n'est plus dans la chronologie, c'est de documenter cet art rupestre.
fait aussi important, c'est que ce programme PSPCA, qui donc a cours en République de Djibouti, il s'adosse à 2 autres programmes de recherche. Un programme donc, qui était un programme de l'Agence nationale de la recherche dirigé par François Bon sur la vallée du Rift, avec des problématiques très semblables. Le programme Vapor Afar de Lamia Halidi, qui lui est dans dans la dépression Afar aussi, mais de l'autre côté du lac Abbé, côté éthiopien. Donc à nous 3, dans ces programmes franco-éthiopiens et franco-djiboutiens, eh bien, on essaye de modéliser cette transition entre le monde des chasseurs-cueilleurs et le monde des éleveurs. Et c'est hyper stimulant parce que finalement, on est 3 équipes, mais moi je suis dans les 2 autres programmes, des gens qui sont dans mon programme sont dans les 2 autres programmes, donc c'est très très riche en termes d'échanges. Donc voilà pour la méthode, mais maintenant je vais au résultat. Ça va, vous avez des questions? Non? Ça va? Ah, bon, à la fin. Donc entre stress écologique et réponse adaptative, innovation et trajectoire sociale et culturelle, une synthèse sur les premières sociétés de production dans la Corne. Donc je vous l'ai dit, le but là c'est de vous montrer l'histoire d'un bassin de vie depuis la fin du Pléistocène. Ce bassin, ses points forts, une centaine de sites archéologiques, des sites de la fin du Pléistocène jusqu'à l'Holocène, donc la transition qui peut être documentée entre le monde des chasseurs-cueilleurs et des éleveurs. On peut avoir accès donc aux modalités d'adoption de cette économie de production et aussi, parce qu'on a un assez haut niveau de résolution, avoir une réflexion autour des structures et organisations sociales des sociétés de production. Donc, je reprends le bassin du Gobad dans la dépression Afar, entre le rift éthiopien et la mer Rouge. Des régressions et des transgressions de ce lac Abbé pendant plus de 20 000 ans dans la zone. Alors si on remonte à partir du Big Dry, c'est-à-dire d'un moment où il y a un fort assèchement justement à la fin du Pléistocène, entre 22 000 avant et 13 700 avant notre ère, eh bien on est dans une phase dite hyper aride. C'est la fin du Big Dry. Et à ce moment-là, dans le bassin du Gobad, qu'avons-nous? On a un seul site référencé, c'est le site d'Araïdé 3 qui correspond donc aux chasseurs-cueilleurs. Et ce site s'organise en deux phases d'occupation. Alors, une première étape qui est datée entre 16 000 et 11 500. Alors, c'est très très large, 16 000 et 11 500. Mais il faut dire que dater ces niveaux dans des zones qui ont été érodées, ce sont des sites de surface qui ont été recouverts par l'eau, c'est relativement complexe. Donc, on a multiplié les datations. Pour le moment, on a une échelle large, mais on est à ce moment-là. Donc, en tout cas, vers 16 000 avant notre ère. Le site d'Araïdé 3 livre des milliers de vestiges humains qui se rapportent à au moins 9 individus. Et c'est devenu un site de référence pour caractériser justement cette variabilité phénotypique des populations, pour travailler sur les phénomènes d'adaptation biologique humaine depuis la fin du Pléistocène et en fonction des cycles climatiques, et réfléchir aux dynamiques de peuplement, et je vous en reparlerai. Donc de 22 000 à 13 700, on a un site référencé dans le bassin du Gobad. Entre 13 700 et 11 000 avant notre ère, on entre dans une transgression. C'est ce qu'on appelle l'African Humid Period, le grand humide Holocène, qui en fait est connu dans tout l'Est africain, c'est-à-dire que tous les lacs est-africains sont à ce moment-là à un très très haut niveau. Ils vont même parfois aller jusqu'à leur exutoire, pour certains s'écouler dans la mer. Donc, il y a beaucoup de précipitations, une importante activité fluviatile. Et en revanche, fait étonnant, nous ne sommes pas capables pour le moment de documenter cette phase dans le bassin du Gobad. Normalement, on devrait avoir une séquence géologique qui nous montre que le lac a été présent à cette date-là. Et tout un travail a été fait avant nous, il faut le dire, par Françoise Gasse, dans la zone, dans les années 70, et elle avait montré un hiatus, impossible de documenter cette étape hyper humide, et nous-mêmes on a fait donc des grosses coupes géologiques dans le bassin du Gobad, et pour le moment on ne sait pas. Donc on ne sait pas comment se traduit cette phase hyper humide dans le bassin du Gobad. Ouais, alors je ne sais pas. Alors, entre 11 000 et 9 500 avant notre ère, il y a une petite interruption de cette African Humid Period. C'est la phase dite du Drias récent. On entre dans une étape hyper aride. Et là, les niveaux de lac chutent
complètement, il s'assèche. On est même quasiment... Donc, alors, s'ils ne sont pas à sec, c'est des mares hyper salées, donc où les poissons ont du mal à vivre. Et bien sûr, là, on n'a aucun site connu non plus dans le Gobad à cette période, mais à la rigueur, c'est normal, puisque si on n'a pas d'eau dans ce bassin du Gobad, les gens ne s'y installent pas. Donc, on est aujourd'hui à la recherche des niches écologiques autres. Quand le lac n'était pas là, il faut aller là où le lac était, donc il faut aller chercher où il est actuellement, mais c'est très compliqué d'accès pour aller jusque là-bas. Puis, l'amélioration climatique reprend entre 8002 et 3800 avant notre ère. On re-rentre véritablement, cette fois-ci, dans le grand humide Holocène. Alors, sur ce temps-là, après donc cette étape d'assèchement, on a la deuxième occupation du site d'Araï Détroit, qui, elle, est datée de 9500 à 8700 avant notre ère, et qui va se caractériser dans le bassin du Gobad par des structures de combustion, donc des petites structures de combustion, qui vont livrer plusieurs vestiges de faune, et notamment une faune humide, donc hippopotame, rhinocéros, crocodile, donc qui témoignent finalement du fait que les populations pouvaient à cette époque-là vivre dans un environnement avec une biodiversité assez riche. À partir de 8002 à 3008, donc cette African humide période est totalement engagée. Et là, tous les lacs est-africains se re-remplissent. Augmentation des précipitations, forte activité fluviatile. On ne peut pas avoir de site dans le Gobad puisque le Gobad est recouvert d'eau. Donc, ça se traduit, c'est ici, c'est donc la zone rouge, l'African humide période. Et si on regarde le lac Ziwaïchala, donc c'est aussi un moment d'augmentation des précipitations avant qu'on chute et qu'on tombe dans l'étape d'aridification. À ce moment précis, le lac Abbé devient ce fameux grand lac Abbé, c'est-à-dire il n'y a plus que cette petite tache. Il y a aussi le lac Abbé relié au lac Guéméry et le lac Afembo. Il fait alors 6000 km². Donc, de fait, si on n'a pas les sites dans le bassin du Gobad, puisque le bassin est totalement immergé, eh bien, il faut aller les chercher plus haut. Et c'est ce que nous avons fait l'année passée, dans le cadre de la mission, avec notre modèle numérique de terrain. On est allé sur le terrain, on a remis en eau le bassin du Gobad avec une eau à forte altitude, et on s'est dit, bon, ça ne sert à rien de marcher ici, il y a de l'eau. Bon, il n'y avait pas d'eau, et allons plus haut. Donc, c'est-à-dire, on est sorti du bassin, vous voyez là c'est une vue du bassin du Gobad où il y a les sites normalement, et on est monté sur le Horst et on l'a identifié en bordure de ce qui était le lac, une série de sites archéologiques qui sont actuellement en cours d'étude et qui montrent effectivement une industrie lithique relativement ancienne. C'est en cours de caractérisation. Vers 3800 avant notre ère, eh bien, on commence à rentrer dans l'aridification. Le grand humide Holocène s'achève progressivement. Et on a un site dans le Gobad, c'est le site d'Alidaba II, daté entre 3800 et 3700 avant notre ère. Il serait caractéristique de chasseurs-cueilleurs sans poterie. Alors, il est assez impressionnant, ce site archéologique. Il s'organise sous la forme de cuvettes, plus ou moins étendues, qui vont rassembler des vestiges humains, brûlés, broyés. Donc c'est des réductions de corps, même donc de l'incinération, donc c'est assez exceptionnel. Et qui, tout ça mêlé avec une faune sauvage et des dents d'hippopotame, des félins, qui vont être notamment percés et constitués de magnifiques pendentifs. Fait remarquable, à cette date, pas de poterie, toujours pas de poterie dans ces structures. Donc pour nous, c'est un peu, pour le moment, notre date. Voilà, on sait qu'à 3800, 3700, on n'a toujours pas d'artisanat potier dans la zone, alors qu'il est connu par ailleurs. Donc ça nous interroge. 2006-2400, ça y est, il fait chaud. On est dans le début de l'aridification bien installée. Il y a encore quelques pulsations humides, mais elles sont courtes et beaucoup moins intenses. Et donc là, nous avons véritablement une chute des niveaux lacustres. Et c'est précisément au moment où ces niveaux lacustres chutent que l'on entre dans l'économie de production.
Donc dans le Gobad, à partir de 2600 avant notre ère, on va avoir une quantité de sites archéologiques, donc plus d'une cinquantaine, et ces sites archéologiques ont des implantations très diverses, donc on va les retrouver donc, dans le bassin simplement, sur des petits promontoires, comme le site d'Assakoma sur un petit volcan, ça c'est un petit volcan au milieu du bassin lacustre, sur des cordons dunaires, donc une série d'implantations relativement diversifiés. On va avoir des sites donc qui sont des sites de plein air, vous l'avez compris, qui sont des sites d'habitat, qui vont prendre différentes formes en termes de structure. On va avoir des niveaux de sol, on va avoir des restes de structures type murs, comme ici, là-haut, murs en pierre qui devaient certainement caler des huttes, probablement matériaux périssables. On n'est pas dans des grosses structures, voilà. Et on a aussi beaucoup de structures foyères, donc des structures à pierre chauffante, et des structures de maintien, donc des trous de poteaux. En plus de tous ces sites d'habitat, le bassin du Gobad montre une quantité de sites funéraires et notamment, je vous l'ai dit, des sites qui traduisent l'émergence du monumentalisme funéraire avec des sites comme celui-ci, le site d'Antakari 3, daté du milieu du 3e millénaire, qui est une énorme plateforme circulaire de 17 mètres de diamètre qui est venue sceller une nécropole d'a priori 300 individus et que nous sommes encore actuellement en train de fouiller. Et voilà. Alors, concernant justement ce monde des premiers éleveurs, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, lorsqu'on a pu faire des analyses sur les sites stratifiés, et notamment sur le site d'Assakoma, eh bien, en micromorphologie, il a été démontré qu'il y avait des niveaux qui traduisaient des phases d'occupation très intensives liées à une activité principale, celle de la pêche. Ces phases vont s'alterner avec des temps d'abandon qui vont aussi se traduire dans la sédimentation par différents marqueurs micromorphologiques. Donc on aurait des occupations, vraisemblablement selon la micromorphologue Dominique Sordoyer, des occupations vraisemblablement saisonnières, régulières, saisonnières. Autre fait remarquable, les activités principales de ces premiers éleveurs demeurent des activités centrées sur la pêche des ressources du lac Abbé qui, bien que beaucoup moins étendu, demeure présent, avec un bassin qui livre une quantité de sites montrant justement des vestiges ictiques et des faunes ictiques qui peuvent représenter sur certains sites parfois jusqu'à 96% des restes osseux. Pour Assakoma, 52% pour le site de Wakrita qui lui est contemporain. Les études pareilles sur les faunes en micromorphologie ont montré, et également grâce au MNT, que les installations demeuraient un maximum en bord de lac et toujours aussi non loin des oueds environnants, donc proches des eaux. Quand ces populations semblent vraisemblablement être des populations de pêcheurs, pratiquent une pêche massive. Il ne s'agit pas donc de quelques restes de poissons. On a évalué à 1 tonne la faune terrestre, chassée et élevée, par exemple sur le seul site d'Assakoma, et une évaluation basse, je veux dire vraiment basse, porte à 8 tonnes l'exploitation du poisson sur un site qui n'aurait pas été occupé particulièrement longtemps. Alors l'évaluation haute, c'est 44 tonnes, mais bon, là, donc bon, 8 tonnes de poissons exploités. Donc cette pêche massive durant la saison des pluies, plus des occupations saisonnières, ont tendance à montrer que les populations ont pu développer une conservation sur le temps très long de ces denrées aquatiques, donc des formes de stockage, des stockages en masse pour une économie à rendement différé, c'est-à-dire des populations qui sont relativement mobiles, qui vont pêcher en masse, à mettre en place des systèmes de conservation avec le fumage, avec le sel, etc. Garder des stocks, revenir sur les lieux une fois qu'elles ont passé par exemple des étapes de transhumance pour les bovidés. On parle donc là d'économie dite à rendement différé. On retrouve aussi sur ces sites des premiers éleveurs beaucoup de meules, de molettes et de mortiers. Alors on ne peut pas les corréler avec de l'agriculture qui n'est pas diagnostiquée dans la zone, même dans la Corne de l'Afrique, avant le 1er millénaire. J'ai mis Calbici, mais il me semble... Oui, si, les premiers millénaires avant notre ère. Alors j'ai un doute, excusez-moi, j'ai un doute. En tout cas, tout a été tamisé et il n'y a pas une graine. Qui a été conservée dans ces niveaux archéologiques. Donc, par des modèles ethnographiques, ce matériel de mouture
eh bien, serait mise en relation avec tout un traitement de farine de poisson. Voilà, une fois qu'il est séché, fumé, on broie et on fait une farine de poisson. Ou peut-être pour justement le traitement de céréales sauvages. Alors, les études qui ont été conduites notamment par Joséphine Lezure ont tendance à expliquer que justement cet élevage coïncide précisément avec la phase d'aridification et le début de la régression, et que peut-être, comme dans bien d'autres endroits de la planète, cet élevage a pu être choisi pour justement survivre à des conditions climatiques qui auraient pu se dégrader. Concernant l'origine de cet élevage, donc sur le continent africain, il y a un vaste débat permanent sur est-ce qu'il y a eu la domestication du bœuf ou pas en Égypte, oui ou non. Bon, moi je ne rentrerai pas dans ce débat de spécialistes. Toujours est-il que dans la Corne de l'Afrique, les spécialistes ont proposé 2 voies d'introduction des bovins et caprins domestiques, soit par le nord, c'est-à-dire en provenance du Soudan, où c'est présent dès le 7e millénaire, soit par l'Arabie saoudite et notamment par le Yémen. Ça, c'est en cours de discussion. Alors, si les populations sont désormais éleveurs au milieu du 3e millénaire, ces populations demeurent quand même des populations qui contrôlent davantage, surtout, leur espace sauvage. Il n'y a pas en effet d'introduction massive d'éleveurs qui arriveraient dans la zone, ça serait une adoption progressive. Tous les restes osseux qu'on retrouve de faune domestique sont éparses, ce ne sont pas des quantités de bœufs et de caprins, donc un élevage relativement réduit. Il n'y a pas d'agriculture, les sites restent des petits sites, donc quelque chose qui montrerait des occupations pas forcément pérennes, très importantes, bon, voilà, qui a une certaine mobilité. Et la chasse et la pêche, au vu des restes de faune, demeurent clairement les formes principales d'exploitation du paysage. Donc on est là dans des sociétés qu'on dit à économie mixte, qui donc vont explorer des solutions vivrières, à la transition toujours, entre le monde sauvage et le monde domestique. On n'est pas dans des populations pleinement agricoles ou pleinement pastorales. Fait remarquable, et je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment où émergent les sociétés de production, émerge l'artisanat potier et émerge le monumentalisme funéraire. Et ce monumentalisme funéraire, comme sur le site d'Antakari 3, ce n'est pas un seul site dans la zone, on en a plus d'une dizaine dans ce bassin lacustre, avec des architectures absolument semblables au site d'Antakari 3. Alors, je vous l'ai dit, donc là, on a une vision sur le bassin lacustre du Gobad, et je vous propose très rapidement de vous montrer qu'à l'échelle même de la Corne de l'Afrique, à des dates à peu près similaires, on va avoir des modèles économiques qui vont être totalement diversifiés en fonction des écosystèmes, donc une pluralité des scénarios et une pluralité des contextes de mise en place de l'économie de production. Alors en effet, si par exemple on va plus au sud, au Somaliland cette fois, et qu'on s'intéresse à ce site exceptionnel de Lasgel, donc 24 abris ornés dans un massif rocheux avec donc des représentations vraisemblablement de bovins domestiques, eh bien on a là des populations qui auraient donc accédé à l'élevage pour peut-être faire face à une aridification, puisqu'on est dans une chronologie absolument a priori similaire à ce qui se passe dans le Gobad. Par contre, les sondages qui ont été réalisés au pied de ces abris n'ont livré absolument aucun reste de poterie, donc peut-être des populations d'éleveurs, chasseurs, certainement pêcheurs, sans céramique. Donc c'est une hypothèse dont on n'est pas du tout certain, parce que dans le cadre du programme, il y a eu une opération qui a été menée il y a peu de temps au Somaliland, et sur un site archéologique, notamment des amas coquillés, de l'artisanat potier a été retrouvé. Alors on ne sait pas si c'est contemporain ou pas. En tout cas, la céramique, elle a des traits qui rappellent ce qu'on pourrait avoir un peu dans le Gobad. Donc peut-être des céramiques au milieu du 3e millénaire, non loin de ces abris sous roches ornées. Autre exemple, ce sont les hauts plateaux éthiopiens, et notamment la séquence holocène du site de Mochena-Borago, qui montre qu'ici, à des dates similaires à ce qui se passe dans le bassin du Gobad, eh bien, on a un maintien des chasseurs-cueilleurs. L'élevage ne parvient pas,
Et alors, plusieurs hypothèses à cela. La première, on est dans des secteurs qui sont très très arrosés par l'eau, donc des ressources sauvages qui demeurent certainement aisément accessibles et riches, et donc une nécessité peut-être toute relative de changer son modèle économique, puisque tout simplement on n'en a pas besoin. Donc peut-être un maintien des chasseurs-cueilleurs, et peut-être que ce maintien est aussi à corréler à un isolement géographique, hein, parce que pour atteindre ces niveaux en altitude, etc., on est dans des reliefs escarpés, donc l'élevage n'est peut-être pas arrivé, enfin met du temps à parvenir ici. Pas de céramique aussi dans ce secteur. Autre modèle, un modèle à économie complémentaire. On retourne à Djibouti, cette fois sur le littoral djiboutien avec les sites du Goubet, fouillés par Roger Joussomme, Benoît Pablo et Jean-Paul Cros. Là, à des dates similaires à ce qu'on a dans le Gobad, on aurait des populations de chasseurs-pêcheurs et peut-être sans élevage qui donc se seraient installés sur ce littoral, mais de manière temporaire pour avoir une exploitation de tout ce qui est ressources, mollusques, huîtres et compagnie, bivalves, et aussi une exploitation du sel, parce que sur ces sites archéologiques ont été retrouvés des pics, donc ce qu'on appelle les pics du Goubet, qui, selon les chercheurs, seraient des outils pour justement extraire le sel. Alors, chasseurs, pêcheurs sans élevage, qui viendraient ici de manière temporaire, parce que même encore aujourd'hui, quand on se rend sur ce littoral, il est ultra venteux, il n'y a pas d'eau douce, donc ça serait certainement de l'habitat temporaire. Et des hypothèses ont été émises, notamment par Xavier Gutters, d'une forme de complémentarité avec des sites tout proches de ces sites littoraux, mais des sites qui sont cette fois-ci en montagne, dans la forêt du Daï à Djibouti, où là on pourrait avoir un habitat permanent de population qui ferait peut-être les deux modes de vie. Ça, c'était une hypothèse qui avait été développée par Xavier Gutters et qui proposait du coup que peut-être ces chasseurs, pêcheurs du Goubet étaient quand même éleveurs, parce que justement dans ces forêts du Daï, on a parmi les représentations les plus anciennes des bovins, donc avec un style extrêmement ancien, qui a été daté, a priori peut-être justement au 3e millénaire avant notre ère, donc qui témoignerait d'un élevage de bovins. Donc tout ça pour vous dire que dans la Corne de l'Afrique, on va avoir éventuellement différents scénarios, différents tempos pour la mise en place de l'élevage, et que cet élevage, il va être contraint parfois pour se mettre en place par des conditions climatiques. Si elles sont extrêmement bonnes, il y a de l'eau, et bien des ressources naturelles abondantes, on ne va pas forcément s'orienter vers l'élevage. L'élevage, on peut aussi ne pas le choisir parce qu'en fait, il n'y parvient pas à cause des maladies parasitaires, notamment les maladies qui vont être véhiculées par la mouche tsetse, qui en fait vont décimer le bétail et des fois empêchent du coup la diffusion de l'élevage dans certaines zones. On va avoir aussi ces fameuses difficultés d'accès en raison de reliefs escarpés qui vont isoler et maintenir des populations de chasseurs-cueilleurs à un état de modèle économique centré sur de la prédation. Et puis après, il y a aussi toutes les questions de résistance culturelle, c'est-à-dire on peut aussi choisir, quand on est chasseur-cueilleur, de ne pas s'orienter vers de nouvelles perspectives économiques parce qu'on ne les considère pas utiles, pas vitales, pas traditionnelles, ça ne nous intéresse pas. Alors, maintenant, je vous propose assez rapidement une réflexion, comme le permet. Oui, j'ai 10 minutes, c'est bien. Sur le bassin du Goban, mais cette fois avec une réflexion justement un peu de culturaliste. Qui sont ces éleveurs-pêcheurs quand ils s'installent, leur identité biologique, leur structure et organisation sociale. Et ça, c'est justement parce qu'on a un très bon niveau de résolution qu'on peut se poser un peu ces questions dans la zone, donc je pense que ça vaut le coup d'en parler. Alors d'abord, l'identité biologique des populations. Je vous l'ai dit, on a beaucoup de vestiges humains dans ce bassin lacustre, et il y a tout un travail qui a été fait notamment par Marie Mathieu et Isabelle Crèvecoeur de comparaison des vestiges humains d'Araïdé III et aussi d'Antakari III. Donc Araïdé III, je rappelle, 16e millénaire avant notre ère, Antakari III,
milieu du 3e millénaire avant notre ère. Et donc ces vestiges humains ont été comparés à toute une série d'autres vestiges humains grâce à des bases de données en paléoanthropologie sur l'Est africain qui rassemblent une série de données sur les sites archéologiques d'Éthiopie, de Somalie, du Kenya, de Tanzanie, du Soudan, etc. Et donc différents critères, paramètres biologiques ont été comparés pour caractériser un peu justement les populations de la Corne de l'Afrique. Alors dans ce travail, eh bien, Marie Mathieu a notamment démontré qu'il y aurait une importante différence morphométrique, notamment au niveau de la mâchoire, entre les vestiges humains d'Araïdé III et ceux d'Antakari III, donc près de 11 millénaires plus tard. Et des importances, des différences morphométriques telles que se pose la question de deux populations différentes sur le plan biologique. Alors, face à de telles observations, les anthropologues du programme se posent deux questions. Eh bien, voilà, on a des différences phénotypiques importantes entre, du coup, les chasseurs-cueilleurs d'Araïdé III et les éleveurs d'Antakari III. Et donc, ça pose la question de deux populations. Alors, hypothèse 1, est-ce qu'on aurait une lente mutation selon un continuum, donc du point de vue anthropologique, entre la population d'Antakari III, des éleveurs, qui découlerait de la population d'Araïdé III, les chasseurs-cueilleurs. Donc ça, c'est une piste à creuser. Et du coup, naturellement, quand on s'interroge sur ces questions, c'est qu'est-ce qui a fait que les populations évoluent de manière très lente. Et là, on revient sur la vie du lac. Est-ce que, par exemple, les transgressions, donc l'African Humid Period ou les régressions, ont peut-être contraint les populations à évoluer dans des espaces confinés et qui ont permis justement, dans des formes de niches, d'évoluer biologiquement, très lentement. Donc ça, c'est une des hypothèses. Ou alors, puisqu'on a des différences, c'est ça qui compte. Ah oui, et ça, c'était pour dire que peut-être qu'effectivement le climat a pu montrer que les différences se sont mises en œuvre au niveau biologique, mais en attendant, sur leur mode de vie, même si ils deviennent éleveurs, quand même, les populations entre Antakari III et Araïdé III demeurent des populations centrées sur le monde sauvage. On est sur des populations qui ont quand même un élevage réduit, pas d'agriculture, puisqu'on sait en paléoanthropologie que ce qui fait évoluer notre corps humain, c'est ce qu'on va consommer, par exemple. Là, on ne peut pas dire que ce soit le fait qu'ils deviennent éleveurs qui va faire qu'au niveau biologique, des choses vont s'opérer. Donc, des questions. L'hypothèse numéro 2, c'est celle d'un renouvellement de la population. Dans ce cas-là, la population B, représentée par Antakari III, n'aurait peut-être rien à voir avec la population A, représentée par Araïdé III, et ce renouvellement de la population impliquerait alors des mouvements de population. Pour qu'il y ait un renouvellement, il faut qu'il y ait des arrivées de population. Donc là, encore une fois, quel est le rôle des régressions et des transgressions lacustres dans ces éventuels renouvellements de la population? Est-ce que le fait qu'il y ait une transgression va permettre au paysage de s'ouvrir et donc va permettre la mobilité humaine? Donc, pour s'interroger sur toutes ces questions, des tests ADN ont été réalisés sur certains vestiges humains du Gobad et sont en cours d'étude au Max Planck Institute. On attend. Alors, autre question autour cette fois des identités culturelles qu'on peut aborder à partir donc, des traditions techniques, des manières de faire les objets, l'industrie lithique sur obsidienne ou ici la céramique. Eh bien, je vous l'ai dit, on a quantité de sites archéologiques dans le Gobad affiliés à ces premiers éleveurs. Tous livrent de l'industrie lithique, tous livrent de la céramique. Tous ne sont pas datés, mais par association d'assemblage céramique en chronologie relative, on arrive à dire, voilà, là on a les mêmes faciès céramiques qu'ici où on a une date. Donc on arrive à considérer le bassin du Gobad en termes d'identité culturelle. En tout cas, ce n'est pas à partir des assemblages lithiques qu'on peut le faire, parce que l'industrie ici sur obsidienne est une industrie d'éclat et de lamelles, et elle est très peu caractéristique sur le plan chronoculturel. En gros, sur tous les sites, on a plus ou moins la même chose. Donc là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on a des indicateurs. Par contre, lorsqu'on étudie toutes les productions céramiques du Gobad, eh bien, on a pu identifier au moins 3 faciès céramiques qui rassemblent tous une dizaine à une quinzaine de sites archéologiques différents, dont 2 sont datés et associés clairement au processus d'émergence des sociétés de production. Alors, ils sont datés, mais comme vous l'imaginez, même s'ils sont datés de manière contemporaine, entre 2006 et 2004, eh bien, on n'est quand même pas certain que ces traditions techniques soient contemporaines, puisqu'on a une grande marge d'erreur.
Alors, 2 hypothèses encore possibles en termes d'organisation sociale dans ce bassin lacustre. Si on envisage que ces traditions techniques qui représentent des groupes sociaux sont synchrones, eh bien ça voudrait dire que dans un même bassin de vie, on aurait plusieurs identités culturelles présentes qui vont se distinguer en fonction de leur culture matérielle. Et fait très intéressant, c'est qu'il n'y a pas, lorsqu'on fait une projection des faciès céramiques dans l'espace, dans ce bassin, il n'y a pas de superposition spatiale entre les différentes traditions, ce qui montre donc des espaces culturels bien délimités dans des zones qui ne se superposent pas, donc avec peut-être une identité culturelle relativement marquée, en tout cas un environnement segmenté. Les similarités, parce qu'elles existent quand même entre ces traditions potières, signent toutefois l'existence d'un même bassin culturel, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir, même si on a de grandes différences, notamment sur les décors, des formes de vases qui vont toujours être des formes simples, sphériques, jamais décorées avec des boutons ou des pastilles, pas d'éléments de préhension, ce genre de choses. Et le nombre de sites, si on considère qu'ils sont synchrones, indique une zone densément peuplée. Si on part sur l'asynchronie des faciès, mais dans une asynchronie relative, c'est-à-dire quand même avec des superpositions, des successions peut-être rapides dans le temps, cette diversité des faciès céramiques pourrait témoigner d'une occupation déjà constante de la région. Et comme les sites à faciès distincts ne se superposent pas, eh bien peut-être un déplacement des villages étape après étape. Le fait qu'on retrouve justement des similarités dans les traditions potières nous pose la question là, du continuum et des héritages culturels d'une tradition à une autre. Et enfin, puisque quand même ces traditions divergent les unes des autres, ça pose la question d'innovation, c'est-à-dire pour qu'une tradition évolue, qu'un changement s'opère dans les manières de faire, soit il y a quelqu'un qui s'est mis à innover in situ, soit il y a eu des influences fruits d'apports extérieurs. Alors, concernant l'apparition de l'artisanat potier, je vous l'ai dit, nous, au milieu du 3e millénaire, on a nos premières dates. À 3008, sur les sites dans le Gobad, nous n'en avons pas. En tout cas, les plus anciennes céramiques dans le secteur sont connues notamment à Logia, sur un site qui est finalement en Éthiopie, fouillé par Zeray El-Mseged et sur lequel a travaillé notamment Isabelle Crèvecoeur. Ce site a la particularité d'être daté à 3006 et 3300 avant notre ère, et a livré des sépultures auxquelles étaient associées de manière stricte des céramiques qui ont comme grand fait notable de montrer des wavy lines, donc ces décors en vagues qui sont caractéristiques du Soudan et notamment des premières poteries soudanaises. Donc ça nous indiquerait là que non loin du lac Abbé, à quelques kilomètres, côté éthiopien, des influences soudanaises sont perceptibles dans l'artisanat potier, et ce, dès 3600 avant notre ère. Un autre site a été fouillé en Éthiopie, donc beaucoup plus loin, et celui-ci livre aussi de la wavy line, donc des céramiques d'obédience soudanaise, et toute une série d'autres productions avec des décors faits au peigne, des décors faits avec différentes techniques qui elles, rappellent clairement ce qu'on a dans le Gobad. Donc ça voudrait dire que potentiellement, on peut difficilement envisager qu'il y a un apport de céramique, notamment sur ce site Bel Koumou, fouillé par Fernandez et daté de 3008 à 3000 avant notre ère. On peut difficilement penser que ces apports soudanais ont traversé les hauts plateaux éthiopiens, tout ce massif, pour arriver jusque dans la dépression Afar. Et on peut donc considérer que ces apports soudanais ont pu en effet arriver à Logia et peut-être jusqu'au Gobad par l'Érythrée. Et dans ce cas, ça confirmerait cette piste liée justement à la domestication et l'arrivée de cette domestication par la côte. Toujours est-il, et c'est important de le redire, que même si ces céramiques du Gobad montrent des apports potentiellement soudanais, eh bien cette céramique elle a quand même des caractères propres, micro-régionaux extrêmement marqués sur les décors notamment, et donc ça pose la question d'une part d'apport extérieur, mais d'autre part aussi de phénomènes d'innovation in situ à caractériser. Il est important de dire qu'en plus, il ne faut pas considérer cette zone du bassin du Gobad justement comme une zone fermée, bien au contraire. Et ça, c'est tout le travail qui a été réalisé par Lamia Khalidi sur l'obsidienne qui nous permet de le documenter. Elle a montré notamment, Lamia Khalidi, en étudiant 143 pièces lithiques en obsidienne provenant des sites du Gobad et aussi en étudiant au sein de ces 143 prélèvements
des prélèvements faits sur les gîtes d'extraction en obsidienne. Donc elle a parcouru le secteur et prélevé les gîtes d'extraction en obsidienne. Elle a montré en fait que sur certains sites du GOBAD, affiliés aux premières sociétés de production, on pouvait avoir parfois 4 jusqu'à 6 sources différentes pour l'obsidienne. Donc c'est beaucoup pour un seul site. Et surtout que ces sources avaient des provenances à longue distance, avec potentiellement des choses qui viendraient du Yémen ou de la phare éthiopien. Donc forcément des organisations sociales derrière la gestion d'un tel approvisionnement. Et ce qui est assez intéressant, oui, c'est aussi qu'elle a montré, Lamia Khalidi, que cette obsidienne du lac Abbé pouvait aller elle-même jusqu'au GOBAD, jusqu'au Yémen. Cela veut donc dire qu'il y a des échanges bipolaires dans les deux sens. Et du coup, là, la piste de l'arrivée de l'élevage aussi par le Yémen redevient intéressante. Donc, ces premières sociétés de production sont des sociétés qui sont dans un monde interconnecté, dans des réseaux, avec potentiellement un renouvellement de la population, une mobilité accrue, un mode de vie qui demeure un mode de vie semi-nomadique et qui innove, notamment en termes de techniques céramiques ou de monumentalisme funéraire. Un des sites qui nous révèle justement l'organisation sociale de manière la plus remarquable, c'est le site d'Antakari 3, donc qui est encore fouillé dans le cadre du programme et qui est donc daté du milieu du 3e millénaire. Ce site, il est assez remarquable parce qu'en fait, c'est donc une énorme plateforme circulaire, comme je vous l'ai dit, qui vient sceller une nécropole d'individus inhumés dans des petites fosses recouvertes de basalte. Donc des fosses, des individus, du basalte. Des fosses, des individus, du basalte. Et en fait, tout le travail en sédimentaux et géomorphos a permis de montrer que ce que vous voyez en blanc, là, c'est-à-dire jaune-blanc, c'est-à-dire cette butte de sable, est totalement artificielle. Le secteur, la basaltique, ne génère pas de sédiments suffisants pour que puisse exister une grosse butte de terre. Et il a été donc démontré qu'en fait, ce sédiment est un sédiment lacustre, qui ne pouvait pas être là, qui a été prélevé 400 mètres en contrebas et en plus près de 250 tonnes puisées. Donc, et ce en 2 temps. Donc en gros, les populations ont constitué une énorme butte pour faire un cimetière. Ce type d'architecture, selon Alain Gallet, qui a énormément travaillé sur le monumentalisme funéraire, est forcément limité, selon lui, à des sociétés dont la structure politique permet de mobiliser une main-d'œuvre importante. Sur ce site, on perçoit aussi toute la hiérarchisation sociale au travers de l'artisanat spécialisé dans le domaine de la parure, parce que plusieurs individus vont être parés avec donc, des coquillages qui proviennent par-delà la mer Rouge, donc encore une fois on perçoit la mobilité, et aussi des bracelets qui nécessitent un haut niveau de technicité, donc avec des coquillages, des coquilles sur œufs d'autruche, des coquilles en basalte qui ne font que quelques millimètres. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu le basalte et essayé de faire une perle de 4 mm de diamètre. Et donc beaucoup d'enfants sont parés avec des sortes de langes faits de perles sur pierre et de perles sur coquilles d'œufs d'autruche. Par exemple, celui-ci, c'est un petit enfant. Il a trois parures différentes. Un lange en coquille d'œuf d'autruche, un bracelet de pied en os et de la cornaline au poignet. Donc, il y a des matériaux utilisés qui sont rares, des chaînes opératoires qui sont complexes, un investissement dans le temps très important et un degré de finition très élaboré. On est là face à des artisans spécialisés et en plus, tous les individus ne sont pas parés, donc on peut considérer qu'au sein de ce cimetière, il y a une différence de statut. Donc, face à de telles observations, il est certain que ce type de monuments, qui vont donc exploser au moment où vont émerger les premiers éleveurs, eh bien, ont des fonctions démonstratives d'un pouvoir politique potentiellement ou d'un pouvoir par la richesse, dans un environnement où la compétition pour le prestige devait être notoire. Hein. Il y a des individus qui ont des biens de prestige, d'autres qui ne les ont pas. C'est aussi une fonction commémorative. Et selon Alain Gallet, on serait donc face à des sociétés à chefferie. Et j'ai presque fini, il faut 4 minutes, je crois. Allez, je vais jusqu'au bout. Donc je vous l'ai dit, ce sont des chasseurs, oui, je suis lancée, des chasseurs-cueilleurs
pêcheurs, éleveurs. Et ça, c'est très important de s'en rappeler. Ils ont mis en place une économie à rendement différé, un stockage des ressources aquatiques. Et c'est intéressant de s'interroger sur ces ressources aquatiques en termes d'exploitation, sur ce qu'elles vont nous informer justement sur l'organisation sociale. Parce qu'en effet, les quantités pêchées, les saisons, les lieux et les techniques de pêche impliquent nécessairement une coopération du groupe humain autour de l'exploitation de cette ressource. Et en plus, il est clair que cette ressource a une valeur hautement stratégique puisqu'elle est la denrée consommée vraisemblablement de manière la plus importante. Elle fait l'objet d'un stockage raisonné. Quand on dit un stockage raisonné, donc elle est salée, elle est certainement séchée, fumée, salée. Ça veut dire certainement qu'on a fait venir du sel. Donc cette ressource a une place prédominante dans l'économie, mais certainement aussi au sein de la société. Donc il faut parfois aussi sortir un peu de l'image que l'on a de ces ressources simplement en termes d'apport protéique. Voilà, ils ont juste bien mangé. Non, il y a une valeur économique qu'il faut considérer parce que peut-être même que ces ressources ont pu être échangées. Et donc, ce qui est assez intéressant comme réflexion et qu'on essaye de pousser justement dans le programme, c'est la manière dont c'est ce que nous informe justement cette exploitation accrue des ressources aquatiques sur la hiérarchisation sociale. On l'a vu, il y a du monumentalisme funéraire, il y a des sites qui sont denses dans la région, il y a un haut degré de spécialisation artisanale, des réseaux relativement développés, des échanges macro-régionaux, plusieurs identités culturelles. Donc on est quand même dans des populations où certainement il y a une hiérarchisation sociale qui est en train de se construire. Et on peut l'atteindre justement en tentant d'affiner notre réflexion sur la manière dont ils justement gèrent leurs moyens de prédation. Parce qu'il est clair que lorsque l'on exploite autant de ressources aquatiques, eh bien, il y a une réactivité collective qui découle certainement d'une forme de contrôle. Je veux dire, pour exploiter autant de ressources dans un lieu, ça veut certainement dire qu'il y a une gestion du stock, et donc cela veut donc dire qu'il y a une forme de contrôle. Quand il y a des stocks, il y a du contrôle, donc contrôle central, contrôle forcé, coercitif. Quoi qu'il en soit, quand on se met à stocker comme ça, à la différence des chasseurs-cueilleurs, eh bien, il y a certainement une transformation dans les règles de partage dans la société. Et donc, la réflexion qu'on essaye aussi de développer beaucoup en ce moment, c'est à la fois de réfléchir du côté des producteurs de ces denrées, mais aussi des consommateurs, et peut-être justement de l'échange de ces denrées aquatiques sur de longues distances. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.